Et si tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ressent, n'était au fond qu'une seule et même chose, une sensation transformée? C'est l'idée un peu folle d'un philosophe du XVIIIe siècle, Étienne Bonnot-Condillac. Il nous a laissé une théorie fascinante sur la façon dont notre esprit se construit, littéralement brique par brique, à partir de ce que nous envoient nos sens. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Pour Condillac, l'esprit à la naissance, c'est une page blanche, ok? Mais il va beaucoup, beaucoup plus loin que d'autres penseurs comme John Locke. Il ne dit pas seulement que nos idées viennent de nos sens, non, pour lui, toutes nos facultés mentales, l'attention, la mémoire, le jugement, la réflexion, tout ça, ce ne sont que des sensations qui ont évolué, qui se sont métamorphosées. C'est l'empirisme poussé à son maximum. La grande question, c'est donc celle-ci: comment est-ce qu'une information aussi brute, aussi simple, peut se transformer en un concept aussi abstrait et complexe? Pour le comprendre, on va faire une petite expérience de pensée. On va suivre la méthode de Condillac et construire un esprit humain de A à Z en partant de rien. Accrochez-vous, c'est assez fascinant. On commence par la base, la toute première fondation de l'esprit. Comment une sensation brute devient quelque chose sur lequel on peut se concentrer. C'est ici que se produit la première étincelle, un processus quasi automatique qui va tout mettre en mouvement. Tout, absolument tout, commence par la perception. C'est la porte d'entrée. C'est l'information brute qui arrive de nos sens et qui vient frapper à la porte de notre esprit. C'est le point de départ de toute connaissance. Sans perception, l'esprit est une pièce vide. Il ne reçoit rien. Il ne se passe rien. Et la séquence de départ est super importante. D'abord, il y a la perception, l'impression brute. Immédiatement après, la conscience, c'est l'esprit qui se rend compte que « Ah, tiens, il se passe quelque chose ». Et enfin, si une perception est plus vive, plus intense que les autres, elle va comme capturer la conscience. C'est cette focalisation que Condillac appelle l'attention. Et au début, c'est un processus complètement passif, hein. L'esprit ne choisit rien, il est juste attiré par la sensation la plus forte du moment. Bon, passons à l'étape suivante. Une fois que l'esprit a capté des sensations, comment fait-il pour les garder en lui? C'est là que Condillac fait une distinction absolument cruciale. Pour Condillac, l'imagination et la mémoire, ce n'est pas du tout la même chose. L'imagination, c'est quand on revit la sensation. Pensez à un citron. On peut presque sentir le goût acide dans la bouche rien qu'en y pensant. Ça, c'est l'imagination. La mémoire, en revanche, c'est plus abstrait. On se souvient du mot citron, du contexte, mais on ne revit pas la sensation elle-même. La différence peut sembler fine, mais elle est fondamentale. Et Condillac insiste tellement sur ce point qu'il n'hésite pas à critiquer le grand John Locke. Pour lui, Locke a tout mélangé. On peut très bien se souvenir d'avoir senti une odeur particulière, mais être incapable de la ressentir à nouveau juste par la pensée. Et c'est cette distinction qui est la clé pour comprendre tout le reste de la construction. Jusqu'à présent, notre esprit est un peu passif. Il reçoit des sensations, il les revit, mais un élément va tout faire basculer. Un vrai catalyseur qui va le transformer d'un simple récepteur en un processeur actif et puissant. Et cet élément décisif, ce sont les signes. C'est l'outil qui va permettre à l'esprit de prendre enfin les commandes de ses propres opérations. C'est le moment où l'on passe de la passivité à l'action. Mais attention, Condillac ne parle pas de n'importe quel signe. Il fait la différence entre les signes naturels, comme un cri de douleur, et ce qu'il appelle les signes d'institution. Ça, ce sont les signes qu'on a créés, qui sont arbitraires, comme les mots. Le mot arbre, par exemple, n'a aucun rapport physique avec un vrai chêne. C'est une pure convention, et c'est ce type de signe qui va tout changer pour l'esprit humain. Et c'est là que la différence avec l'animal devient flagrante. L'animal est, en quelque sorte, esclave de son imagination. C'est la faim qui va lui rappeler où il a trouvé de la nourriture. Il ne peut pas décider, comme ça, de penser à cet endroit sans avoir faim. L'esprit humain, lui, grâce aux mots, peut décider de penser à la nourriture, ou à n'importe quoi d'autre, quand il le veut. Le langage nous donne le contrôle de nos propres pensées. Ok, donc maintenant on a le contrôle. Et ce contrôle, obtenu grâce aux signes, va provoquer une véritable explosion de nouvelles capacités mentales. C'est ici que la magie opère vraiment. Ce point est crucial. Cette nouvelle capacité à diriger son attention comme on le souhaite, à passer d'une idée à une autre en utilisant les signes, Condillac donne un nom à ça, la réflexion. On n'est plus simplement captivé par une sensation, non. On choisit activement sur quoi se concentrer, même si l'objet n'est plus là. Et une fois que la réflexion est là, c'est comme si on débloquait toute une boîte à outils mentale. D'un coup, on peut distinguer, comparer, abstraire des concepts, construire des idées très complexes comme le gouvernement, en assemblant des idées plus simples, ou au contraire, les démonter pour les analyser. Et tout ça, absolument tout, découle de cette capacité à contrôler son attention grâce au langage. Récapitulons. On est parti d'une simple sensation et, brique par brique, on a assemblé les pièces.
L'attention, la mémoire, le pouvoir des signes. Il est temps de voir la conclusion de tout ça, la leçon la plus profonde de la philosophie de Condillac. Et voilà, l'idée maîtresse. Pour Condillac, les idées ne flottent pas au hasard dans notre esprit en attendant de se connecter. Non, elles sont liées par les signes, par le langage. Sans un mot pour connecter l'idée du rouge et celle du fruit, ces deux perceptions resteraient totalement isolées l'une de l'autre. Le langage n'est donc pas qu'un outil pour communiquer ses pensées, c'est l'architecture même de notre esprit. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si nos pensées sont structurées par les mots qu'on utilise, si le langage est la charpente de notre réalité mentale, alors les limites de notre langue sont peut-être les limites de notre monde. Qu'est-ce que le langage que l'on emploie chaque jour construit pour chacun d'entre nous ? C'est une idée sur laquelle ça vaut le coup de s'arrêter un instant.